Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Masque, présentent Les ombres de Katyn, de Philippe Kerr, interprété par Éric Herson-Macarel. Première partie. Lundi 1er mars 1943. À l'extrémité de la table, Franz Meyer se leva, baissa les yeux, tripota la nappe et attendit que nous nous taisions. Avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et ses traits néoclassiques paraissant avoir été taillés par Arno Breker, le sculpteur officiel de Hitler, il ne répondait en rien à l'image que l'on pouvait se faire d'un juif. La moitié de la SS et du SD était assurément plus sémite que lui. Meyer inspira profondément, presque avec euphorie, arbora un grand sourire exprimant à la fois soulagement et joie de vivre, et leva son verre à chacune des 4 femmes assises autour de la table. Aucune n'était juive, et pourtant, d'après les critères raciaux chers au ministère de la Propagande, elles auraient pu. Toutes les 4 étaient allemandes, avec un nez fort, des yeux sombres et des cheveux encore plus sombres. Pendant un moment, Meyer sembla submergé par l'émotion. Lorsqu'il réussit enfin à parler, il avait les larmes aux yeux. « Je tiens à remercier ma femme et ses sœurs pour les efforts qu'elles ont déployés à mon égard, déclara-t-il. Ce que vous avez fait demandait un grand courage, et je ne peux vous dire tout ce que cela signifiait pour ceux d'entre nous qui étaient enfermés dans le centre d'aide sociale juif. Que de savoir que tant de gens à l'extérieur se faisaient suffisamment de soucis pour venir manifester en notre faveur. » « Je n'en reviens toujours pas qu'il ne nous ait pas arrêtés, » dit Siv, l'épouse de Meyer. « Ils ont tellement l'habitude qu'on leur obéisse au doigt et à l'œil, suggéra Clara, sa belle-sœur, qu'ils ne savent pas quoi faire. »« Nous retournerons demain à la Rosenstrasse, » affirma Siv. « Nous n'arrêterons que lorsqu'on aura relâché tous ceux qui y sont détenus, les 2000 au complet. Nous avons montré ce qu'il est possible de faire quand l'opinion publique se mobilise, nous devons maintenir la pression. »« Oui, » dit Meyer. Et nous le ferons. Nous le ferons. Mais pour l'instant, j'aimerais proposer un toast à notre nouvel ami, Bernie Gunther. Sans lui et ses collègues du Bureau des crimes de guerre, je serais probablement encore emprisonné au centre d'aide sociale juif. Et ensuite, qui sait? Il sourit. À Bernie. Nous étions 6, dans la petite salle à manger confortable de l'appartement des Meyer, dans la Lützower Strasse. Alors que les 4 femmes se levaient et me portaient un toast en silence, je secouais la tête. Je n'étais pas persuadé d'avoir mérité les remerciements de Franz Meyer. Du reste, le vin que nous buvions était un excellent rouge allemand, un Spätburgunder datant de bien avant la guerre, que sa femme et lui auraient mieux fait de troquer contre de la nourriture au lieu de le gaspiller pour moi. Trouver du vin à Berlin était devenu pratiquement impossible, a fortiori une bonne bouteille de rouge allemand. Poliment, j'attendis qu'ils aient bu à ma santé avant de me lever pour contredire mon hôte. Je ne suis pas sûr de pouvoir me vanter d'avoir eu beaucoup d'influence sur la SS, expliquai-je. J'ai parlé à 2 flics de ma connaissance qui surveillaient votre manifestation, lesquels m'ont dit que, d'après le bruit qui courait, la plupart des prisonniers arrêtés samedi dans le cadre de l'opération menée à l'usine seraient probablement relâchés dans quelques jours. « C'est incroyable !» s'exclama Clara. « Qu'est-ce que ça signifie, Bernie? Est-ce que vous pensez que les autorités sont en train de mettre la pédale douce concernant les déportations ?» Avant que j'aie eu le temps de donner mon opinion, la sirène signalant un raid aérien retentit. Nous échangeâmes des regards, perplexes. Cela faisait près de 2 ans que la Royal Air Force n'avait pas effectué de bombardement. « Nous devrions descendre dans l'abri, déclarai-je, ou à la rigueur au sous-sol. » Meyer acquiesça. « Oui, vous avez raison, dit-il d'un ton ferme. Vous devriez tous y aller, au cas où ce serait pour de vrai. »
Je pris mon manteau et mon chapeau à la patère avant de me retourner vers lui. « Mais vous venez également, n'est-ce pas ?»« Les abris sont interdits aux Juifs. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué. Du reste, comment auriez-vous pu ? Je ne crois pas qu'il y ait eu de raid aérien depuis que nous avons commencé à porter l'étoile jaune. » Je secouai la tête. Je l'ignorais, effectivement. J'eus un haussement d'épaule. Alors, où les Juifs sont-ils censés aller ? Au diable, bien sûr. C'est du moins ce qu'espère le gouvernement. Cette fois-ci, le sourire de Meyer était sardonique. En outre, les gens savent qu'il s'agit d'un appartement juif, et comme la loi exige qu'on laisse les logements avec les portes et les fenêtres ouvertes pour réduire l'onde de choc provoquée par l'explosion d'une bombe, c'est aussi une invite aux voleurs du coin à venir nous dévaliser. Il opina. « Il faut donc que je reste ici. » Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Dans la rue, en contrebas, des centaines de personnes étaient déjà conduites vers l'abri le plus proche par des agents de police. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Franz, intervint Siv, nous n'irons pas sans toi. Il suffit que tu laisses ton manteau. Si on ne peut pas voir ton étoile, on croira que tu es allemand. Tu n'auras qu'à me porter à l'intérieur en expliquant que je me suis senti mal. Je montrerai mon laissez-passer et je dirai que je suis ta femme. Personne n'ira chercher plus loin. » « Elle a raison, approuvai-je. Et si on m'arrête, que se passera-t-il ? On vient à peine de me relâcher. » Meyer secoua la tête et se mit à rire. « De plus, c'est sans doute une fausse alerte. Le gros Hermann ne nous a-t-il pas assuré que cette ville était la mieux défendue d'Europe ?» Dehors, la sirène continuait à mugir tel un affreux clairon mécanique annonçant la fin d'un quart de nuit dans les usines fumantes de l'enfer. Siv Meyer s'assit à la table, s'étreignant les mains avec force. « Si tu n'y vas pas, je n'irai pas non plus. »« Ni moi, » dit Clara en s'asseyant à côté d'elle. « Il n'est plus temps d'en discuter. Vous devriez y aller tous. »« Il a raison, » dis-je avec davantage d'insistance, alors qu'on entendait déjà le bourdonnement des bombardiers au loin. Manifestement, ce n'était pas une fausse alerte. J'ouvris la porte et fis signe aux 4 femmes de me suivre. « Venez. »« Non, » rétorqua Siv, « nous restons. » Les 2 autres sœurs se regardèrent, puis s'assirent près de leur beau-frère juif. De sorte que je me retrouvai planté là, un manteau à la main et une expression de nervosité sur le visage. Après tout, j'avais vu ce que nos bombardiers avaient fait à Minsk et dans certaines parties de la France. J'enfilai le manteau et enfonçai mes mains dans mes poches pour dissimuler le fait qu'elles tremblaient. « Je ne pense pas qu'ils viennent lâcher des tracts, dis-je. Pas cette fois-ci. »« Certes, mais ce n'est sûrement pas après des civils comme nous qu'ils en ont, » fit remarquer Siv. « Il s'agit du quartier des ministères. Ils doivent savoir qu'il y a un hôpital près d'ici. La RAF ne prendrait pas le risque de toucher l'hôpital catholique, n'est-ce pas? Les Anglais ne sont pas comme ça. C'est la Wilhelmstrasse qu'ils visent. » Comment le saurait-il? À 600 mètres d'altitude, m'entendis-je répondre à voix basse. « Elle a raison, dit Meyer. Ce n'est pas l'ouest de Berlin qu'ils prennent pour cible, mais l'est. Ce qui signifie qu'il vaut probablement mieux qu'aucun de nous ne soit dans la Rosenstrasse ce soir. » Il me sourit. « Vous devriez partir, Bernie. Tout ira bien, vous verrez. »« Je suppose, dis-je. » Puis, décidant d'ignorer comme les autres la sirène du raid aérien, je me mis à enlever mon manteau. « Tout de même, je peux difficilement vous laisser là. »« Pourquoi pas ?» demanda Clara. Je haussai les épaules. En fait, le problème pouvait se résumer de la façon suivante. Il m'était difficile de m'éclipser sans perdre mon prestige face aux jolis yeux marrons de Clara. Et j'étais très désireux de lui faire bonne impression. Mais je n'osais pas le lui dire. Pas encore. Pendant un moment, je sentis ma poitrine se serrer, tandis que je continuais à garder mon sang-froid. Puis j'entendis des bombes éclater au loin, et je poussai un soupir de soulagement. Dans les tranchées, pendant la Grande Guerre, si vous pouviez entendre les obus exploser ailleurs, cela signifiait habituellement que vous étiez hors de danger, dans la mesure où, de la vie générale, vous n'entendiez pas celui qui vous tuait. « On dirait que c'est le nord de Berlin qui déguste, » fis-je remarquer, m'appuyant au chambranle de la porte.
La raffinerie de pétrole dans la Thallerstrasse, probablement. C'est la seule vraie cible dans les parages. Mais nous devrions au moins nous mettre sous la table. Au cas où une bombe perdue, je n'eus pas le temps d'en dire plus. Sans doute est-ce le fait que je me tenais sur le seuil qui me sauva la vie. Car au même instant, la vitre de la fenêtre la plus proche sembla se fondre en 1000 gouttes de lumière. Certains de ces vieux immeubles d'habitation berlinois étaient faits pour durer, et j'appris par la suite que la bombe qui fit sauter celui dans lequel nous nous trouvions, sans parler de l'hôpital de la Lützowerstrasse, et le rasa en une fraction de seconde, m'aurait certainement réduit en miettes si le linteau au-dessus de ma tête et la robuste porte en chêne accrochée à l'intérieur n'avaient pas résisté au poids de la poutrelle métallique de la toiture. Parce que c'est ce qui tua Siv Meyer et ses 3 sœurs. Ensuite, ce fut l'obscurité et le silence, mis à part le bruit d'une bouilloire sifflant sur une plaque à gaz tandis qu'elle arrivait lentement à ébullition, encore que c'était sans doute le fruit de mes tympans malmenés. On aurait dit que quelqu'un avait éteint la lumière électrique puis arraché le plancher sur lequel je me tenais, moyennant quoi l'impression produite par la disparition du monde sous mes pieds devait ressembler à celle d'être pendu à une potence, une cagoule sur la tête. Je ne sais pas. La seule chose que je me rappelle, à vrai dire, c'est que j'étais allongé sur un tas de gravats lorsque je repris conscience, et qu'il y avait une porte sur ma figure, laquelle, comme j'en fus convaincu pendant quelques minutes, jusqu'à ce que j'aie repris suffisamment haleine pour appeler à l'aide en gémissant, était le couvercle de mon propre fichu cercueil.